Bien, mesdames et messieurs, j'ai la lourde tâche de vous présenter un quad neuf sur la gérontologie sociale. Nous avons, avec mes collègues Joël et Dominique, beaucoup travaillé à la préparation de nos coordinations mutuelles. Et puis, je dois avouer que j'ai eu aussi la tentation de répondre, comme Dominique, au quad neuf, au bien finalement rien. Mais 3 fois rien, ça fait quand même beaucoup, mais pas assez pour tenir 20 minutes. Et puis je me suis souvenu quand même que rien, c'était les 4 lettres que Louis XVI avait consignées dans son journal le 14 juillet 1789. Alors aujourd'hui, sommes-nous à l'aube d'une révolution gérontologique? Rien n'est moins sûr, car la gérontologie sociale est sujette, comme toutes les autres disciplines, généralement à des permanences. Les renversements de situations ou de paradigmes sont plutôt rares et les mutations sont lentes. Je reprendrai plutôt la formule de Lavoisier: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors comment approcher l'année écoulée en gérontologie sociale? L'approche est plutôt classique, il s'agit d'un suivi bibliographique partiel et subjectif, une observation des thématiques des revues disciplinaires, et puis une approche aussi contextuelle sur le plan événementiel, les grands événements scientifiques au niveau francophone et international, et puis aussi un certain nombre d'événements politiques hexagonaux sur une temporalité courte, c'est-à-dire précisément 2011-2012. Et je rejoins à la fois les questionnements de Joël et de Dominique sur les questions de la longévité, mais cette fois-ci en l'abordant à partir d'une analyse des politiques publiques et de ce que nous appelons en sciences politiques et en sociologie les référentiels de politique publique. Car nous avons apparemment en la matière, dans l'Union européenne, des changements consacrés par le Pilot European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging, et dont l'objectif ambitieux consiste à accroître de 2 ans l'espérance de vie en bonne santé dans les pays de l'Union d'ici 2020. Ce qui prouve que l'ensemble des préoccupations qui ont été évoquées jusqu'ici ne sont pas si lointaines de celles des politologues et des sociologues. Le vieillissement actif et en santé est désormais intégré comme un référentiel de politique publique dans l'Union européenne, et la longévité devient un objectif politique. Les sociologues se sont penchés, notamment Thibaut Moulert et puis un certain nombre d'entre nous en France, sur la naissance de ce concept de vieillissement actif et de vieillissement en santé. Et en interrogeant 17 bases de données anglophones et 7 bases francophones, on s'aperçoit que la notion de vieillissement actif et en santé, finalement, n'est pas très récente. Et ça nous renvoie à nouveau au quad neuf. Elle n'émane ni de l'OCDE du rapport de 98, ni de l'OMS. Et on retrouve la trace, si l'on veut bien se donner la peine d'investiguer sur 24 bases de données, dans le Zeitschrift für Altersforschung, avec des auteurs qui utilisent le terme de vieillissement actif comme un concept en soi et l'associent au vieillissement en santé. L'objectif dans ce concept, c'est de synthétiser les connaissances sur l'ensemble des facteurs susceptibles de prolonger l'existence en santé afin de mettre en place des programmes de santé publique. Et c'est Aitner, notamment, qui emploie ce terme en se faisant l'avocat de la géropsychohygiène. La géropsychohygiène souligne la multidimensionnalité du psychisme avec les composantes intellectuelles, mais aussi les dimensions motivationnelles et les composantes intellectuelles et émotionnelles qui vont en fait favoriser un vieillissement en santé. En ce sens, les relations actives à l'environnement sont considérées comme des éléments potentiels de stimulation sur lesquels se fondent l'approche et la légitimation du vieillissement actif. Donc Aitner va s'intéresser à l'utilisation de l'approche croisée sur le vieillissement au spectre large, reprenant ce qu'on appelait à l'époque, puisque le texte date de 77 quand même, une gérohygiène ou la géropsychologie, tout en y adjoignant les connaissances en diététique, les apports de la médecine du sport, pour concevoir un programme sur le cycle de vie, de manière préventive et intégrer ces éléments dans la construction des programmes de préparation à la retraite. Et très étonnamment, l'Union européenne ne fait absolument pas mention de ces travaux.
On a tendance à perdre la mémoire. Peut-être faut-il aller dans les consultations de Joël Ancry, notamment les sociologues, les politologues, et puis une partie des cadres qui forgent les concepts. Mais étonnamment, eh bien, on a plutôt l'impression, dans l'analyse de l'ensemble des textes, puisque nous avons analysé tous les textes institutionnels travaillant sur le vieillissement actif, et les Belges ont fait la même chose, que ces pertes de mémoire nous coûtent parfois un petit peu cher. Nous avons là, sous les yeux, à travers ces impératifs et ces objectifs fixés par l'Union européenne, eh bien, un certain nombre de directions sur lesquelles la gérontologie et la gériatrie auront à s'interroger main dans la main. Et cela en lien avec cette approche qui a été développée depuis maintenant un moment par l'Organisation mondiale de la santé, une conception de la santé holistique qui a pris forme et a pour but d'adapter l'environnement physique aux personnes âgées et leur faciliter ainsi un mode de vie plus propice à l'activité et à la stimulation intellectuelle par l'intégration sociale. Et tout cela nous renvoie au travail qui était réalisé notamment par Pierre-Marie Chapon, mais pas seulement, autour de la question de l'environnement, de l'adaptation de l'environnement physique à la faveur de programmes Ville-Amie des aînés développés par l'OMS, qui est extrêmement encadré par des procédures et des méthodes assez rigoureuses, le protocole de Vancouver en l'occurrence. Autour de ces questions, nous devons nous interroger sur la manière dont ces méthodes, qui sont assez intéressantes, parfois on observe par exemple que l'on met des personnes âgées sur GPS pour étudier leur mobilité. C'est les travaux de Pierre-Marie Chapon que j'évoquais tout à l'heure, dont les publications en 2011 et en 2012 sont nombreuses. À d'autres reprises, on développe ou on exhume les méthodes des cartes mentales qui permettent en fait d'appréhender la manière dont les personnes âgées se représentent les distances, donc des distances subjectives, pour mieux les accompagner ensuite dans l'appropriation de leur mobilité et de la ville. Mais l'on s'interroge aussi et on observe des interrogations assez fortes autour de la manière dont nous procédons pour adapter l'espace, le territoire et la manière dont nous écoutons les citoyens dans ces interrogations sur la ville ou l'espace ou le territoire de demain. Avec les concepts clés de démocratie sanitaire, que vous connaissez sans doute tous, notamment parce qu'elle a été fortement mise en avant dans la loi de 2002, mais aussi démocratie sociale et démocratie participative dans les prises de décision au niveau des collectivités locales et au niveau de l'État. En 2011 et en 2012, un certain nombre de travaux ont émergé, notamment sur les conseils des sages, sur les schémas gérontologiques et sur la manière dont ces différents processus de consultation intégraient les populations âgées. Et il ressort de ces réflexions sur les structures que la simple approche par la structure ne suffit pas. Ce qui joue de manière importante, c'est la culture de la relation et l'éthique de la relation. Les conseils de vie sociale, c'est important. Les conseils des sages, les CODERPA, comités départementaux des retraités et personnes âgées, parce que ce sont des plateformes d'expression, mais dans le quotidien, la formation des soignants, la formation des services de première ligne joue un rôle extrêmement important dans la prise en compte de la parole. Et ce qui apparaît dans une revue assez rapide de ce qu'ont écrit les sociologues, notamment ou les psychosociologues ou les politologues, c'est qu'un certain nombre de populations sont en marge des processus de consultation et que l'association aux décisions qui a été évoquée tout à l'heure par mon collègue Joël, eh bien, cette problématique-là se retrouve aussi en sciences sociales. Nous avons face à nous, par exemple, des conseils des sages qui, lorsque l'on met en place une étude nationale, révèlent que seul dans ces conseils, nous n'avons que 20% des conseils qui intègrent les personnes en perte d'autonomie ou qui se posent la question de les intégrer. Idem pour les personnes d'origine immigrée.
Quant aux femmes et aux femmes âgées, eh bien, les travaux, notamment de ma collègue Michel Charpentier, révèlent là aussi que nous avons des populations en risque, non pas, on va dire, de détérioration de santé, mais en risque d'exclusion des processus décisionnels. Donc, 2011 et 2012 ont offert un certain nombre de réponses par rapport à ces questions-là. On s'est aperçu, par exemple, pour le Conseil des sages, que des populations restaient à intégrer, mais que la mixité hommes-femmes était plutôt bien respectée et que la représentation des différents quartiers dans les consultations au niveau local l'était aussi. Donc il n'y a pas que du négatif, on a aussi observé des évolutions plutôt intéressantes. À la fois 2011 et 2012 indiquent quand même que des populations nous échappent et je crois que ces travaux-là vont devoir continuer et se pérenniser dans le temps. L'approche structurelle et environnementale par la mutation culturelle, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la manière dont nous formons les professionnels, les intervenants, et éventuellement aussi dont nous influençons les représentations dans le grand public, les représentations de l'âge. Je n'y reviendrai pas, mais ce point-là est aussi important. Mentionnons quand même un travail intéressant de Levasseur et ses collègues de l'Université de Sherbrooke sur la concordance entre les besoins et les interventions en matière de participation sociale des personnes âgées recevant des services à domicile. Les travaux des Nord-Américains sont souvent extrêmement documentés et les résultats de cet article sont aussi extrêmement intéressants. Au-delà de cette intégration dans les structures ou cette intégration à travers une approche culturelle, on va dire, d'une démocratie du quotidien dans la relation, notons aussi l'impulsion qu'a donnée Alan Walker et Marion Barnes à l'intégration des retraités et des personnes âgées dans la recherche, comme co-chercheurs. Des travaux extrêmement intéressants ont été menés par Marion Barnes ces dernières années à l'Université de Brighton. Et la France est un petit peu à la traîne sur ces questions-là. Et on ne parle pas seulement de personnes âgées en perte d'autonomie, mais de personnes retraitées, pouvant agir sur leur environnement dans le cadre de consultations sur l'évolution du territoire ou sur aussi l'évolution des produits, des biens et des services. Donc toute la thématique de l'intégration des usagers dans l'évaluation des services est en train aujourd'hui d'être poussée, notamment par les anglo-saxons. D'où l'importance aussi de mieux former et de mieux chercher en France sur un certain nombre de ces axes thématiques. Pouvoir sur son environnement et pouvoir sur soi, sur ce point, les philosophes ont également beaucoup de choses à nous dire, notamment les travaux d'Ancet et de Picavet sur l'éthique de la relation sociale. Dominique, avec son collègue Ballard, ont aussi amené un certain nombre de réflexions intéressantes sur le refus d'aide. C'est-à-dire jusqu'où une société accorde la liberté à des individus de choisir ou de ne pas choisir, on va dire d'être soignés ou même d'accepter des services. Et là, les travaux de Catherine Guchet retrouvent ceux de Ballard et Somme autour du refus de service. Il y a en sociologie aujourd'hui, pas seulement sur les questions de vieillissement, mais de grosses interrogations sur les raisons pour lesquelles des usagers potentiels refusent les services, avec là aussi une complexité assez importante dans les motivations des personnes. Approche structurelle et environnementale du vieillissement, eh bien, dans la manière de penser la ville, de penser l'environnement, nous avons aussi été témoins d'une évolution importante, puisqu'un réseau francophone de villes amies des aînés s'est créé en janvier 2012 et va permettre ainsi les transferts de pratiques, je ne les qualifierai pas de bonnes, parce qu'il est toujours très compliqué subjectivement de porter ce type de jugement, mais en tout cas des transferts de pratiques sur l'intégration des populations dans les processus de décision sur l'évolution des territoires, sur l'adaptation des territoires de santé par exemple, ou l'adaptation des transports en commun, sera désormais possible pour les gens qui sont moins à l'aise avec la langue de Shakespeare.
J'ai parlé du développement de l'intérêt des méthodes. Là aussi, nous avons un certain nombre d'ouvrages qui ont été commis et des problèmes importants sur l'adaptation des banlieues, de ces banlieues créées dans les années 70, qui ont plutôt été pensées pour des cadres ou des populations, on va dire, actives, et dont l'adaptation pose question, notamment dans les travaux de Sébastien Lord. L'autre point important autour des questions de la manière dont nos sociétés répondent aux besoins des personnes âgées, tout au long de l'année 2011 et de l'année 2012, au niveau international, s'est posé la question d'un droit spécifique ou d'un droit ou d'une charte des personnes âgées au niveau international. Les Français ont été assez présents, notamment Alain Franco. Le Franco a disparu. La France et les gérontologues et les gériatres français sur ce point-là ont pris des positions assez réflexives en défendant l'idée de l'illustration d'un droit qui ne soit pas un droit spécifique, mais qui soit l'illustration d'un droit universel. Et donc des débats ont lieu à Dijon. Pour certains d'entre vous, vous étiez présents lors du colloque de janvier 2011, mais se sont prolongés sur la scène internationale. Et sur ce point-là, je pense qu'on peut aussi se féliciter de la présence de nos collègues français pour défendre une certaine idée de l'humanité à travers les droits universels de l'homme des personnes âgées. Alors jusqu'où doit-on aller dans l'évolution du droit ? Et là aussi, c'est quelque chose qui intéresse non seulement le juriste, mais aussi le sociologue et le politologue. C'est-à-dire comment une société va faire passer on va dire, des accords informels de vis-à-vis entre des personnes qui ont un vécu particulier de leur relation au sein de la famille en accord formel, en accord juridique. Comment ces devoirs mutuels au sein des familles et entre les différentes générations vont aujourd'hui évoluer. Je dois mentionner ici un travail important, intéressant de ma collègue Le Borgnigen, l'entraide familiale, régulation juridique et sociale, où l'on aborde un certain nombre de problématiques intéressantes, chères notamment à Le Borgnigen, comme les directives personnelles anticipées, sur lesquelles nous devons encore beaucoup travailler. Et puis, dans le droit, il y a la question de l'enfreinte du droit et la question de la maltraitance, bien entendu. Et bonne nouvelle, ici, de l'autre côté de l'Atlantique, la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes âgées est née au tout début 2011, financée par le ministère de la Famille et des Aînés du gouvernement du Québec. Cette chaire va du coup donner un certain nombre de moyens pour continuer à investiguer sur les raisons de la maltraitance, sur les configurations et éventuellement sur les remédiations. Et puis apparaît aussi un certain nombre de thématiques nouvelles sur la question du droit, nouvelles ou en tout cas saillantes, sur les droits des consommateurs âgés. Je crois qu'il est important ici que l'interdisciplinarité prenne position pour travailler main dans la main entre juristes, économistes, sociologues sur la manière dont le droit du consommateur âgé est respecté ou non dans notre pays. Alors quelles sont les perspectives et les débats actuels sur lesquels nous allons faire notre rentrée? J'en ai pris juste 3, il serait fastidieux de les énumérer tous. À nouveau, le droit à l'emploi et le droit à la formation, qui nous renvoie à la question de la santé au travail, mais pas seulement, qui nous renvoie à la problématique de l'accompagnement des ressources, pas seulement physiques, mais des ressources intellectuelles, des ressources cognitives, des capacités diverses et variées pour accompagner une démarche d'allongement de la longévité au travail. Et là, les travaux d'Anne-Marie Guimard, notamment, sur le droit à l'emploi et le droit à la formation sont extrêmement importants. Deuxième point, c'est le 5e risque, c'est-à-dire l'avenir de l'allocation perte d'autonomie, avec des débats extrêmement passionnants entre des sociologues comme Bernard Ennuyé, ou Ferréol, ou Le Bihan, et puis Masson, autour de la faisabilité d'un 5e risque de la sécurité sociale. Là aussi, je pense que nous serons tenus en haleine au cours de l'année qui vient. Et puis, tout dernièrement, l'ouvrage sur la fin de vie de Philippe Bataille, qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et qui a fait grand bruit sur à la vie, à la mort, euthanasie, le grand malentendu. Je me garderai sur une question aussi difficile
de prendre des positions tranchées. J'ai beaucoup appris de la modestie de mes deux collègues précédents. Mais sur ce point-là, je crois que cet ouvrage, il nous interroge. Il nous interroge parce que ce n'est pas un règlement de compte entre disciplines, entre des sociologues, dont un sociologue qui a donné des directives qui n'ont pas été respectées, et donc un ami qui prendrait un drapeau, un porte-étendard de manière partisane. Il y a une méthode derrière ce travail, des observations longues. On peut les critiquer, on peut les questionner, et je pense du coup ça nous renvoie aussi à cet impératif qui est de partager les méthodologies et de les enseigner aussi au-delà des disciplines des sciences humaines et sociales, pour pouvoir discuter. Je finis sur effectivement l'hommage aux figures historiques, à bien entendu Geneviève Laroque, qui disparaît peu de temps d'ailleurs après Pierre Pisenmeyer, puis après Maurice Bonnet, mais aussi aux États-Unis Robert Binstock, qui pour les sciences humaines et sociales est l'auteur d'une encyclopédie du vieillissement qui a formé des générations. Là aussi, peu de temps après Robert Butler, se pose la question de la relève par rapport à ces personnes et la question de la formation pluridisciplinaire auquel ils tenaient tous. Voilà, merci beaucoup.